Bienvenue à la première rencontre de l'atelier théorie critique. Je suis vraiment ravi de vous présenter aujourd'hui Marielle Massé, qui est directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du CRAL, le Centre de recherche sur les arts et le langage. Son travail porte sur le genre de l'essai, sur la mémoire littéraire, sur les conduites de lecture et l'expérience esthétique, et sur un renouveau de la pensée du style, élargi justement, comme on en discutait tout à l'heure, du domaine de l'art à la qualification de la vie et de ses formes, ainsi qu'aux valeurs qui s'y affrontent. Elle a publié notamment Le genre littéraire en 2004, Le temps de l'essai en 2006, Façon de lire, manière d'être en 2011, et puis l'ouvrage en question ici, Style, une critique de nos formes de vie en 2016. Et elle vient de me signaler qu'elle a un ouvrage qui va sortir à la rentrée. Une plaquette. Non, une plaquette. Voilà, intitulé Sidéré, considéré, migrants en France. Je vais peut-être le faire circuler. Ainsi que, si je peux me permettre, le dernier numéro de Critique, une revue dont elle s'occupe, sur nous. Donc, voilà. Je vous présente également Andrés Claro, qui est spécialiste de la poétique et de l'histoire de la philosophie, et qui a accepté de venir participer à cette discussion aujourd'hui. Donc, merci Marielle d'être venue. On aimerait commencer par une première question qui touche justement à la façon dont tu es venu à la question centrale de cet ouvrage. Quel est le parcours intellectuel, quels sont les problèmes que tu as rencontrés et pourquoi, de ton point de vue, c'était important d'élargir la notion de style à partir d'une certaine inscription littéraire à des enjeux ontologiques, des enjeux normatifs, politiques, etc., pour essayer de tracer un lien entre ce qu'on pourrait voir comme la littérature d'un côté et l'ontologie ou la philosophie pratique de l'autre. Donc, comment, en bref, comment décrire ces parcours? Comment décrire 20 ans de recherche? Eh bien voilà, en 10 minutes. C'est ça. Non, on a un peu moins, j'imagine. Oui, 5, ce serait mieux. C'est un peu le style américain, donc il faut attaquer fort, aller vite. Vous me dites si je parle assez fort et pas trop vite. Bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue ici. Enfin, voilà, c'est mon institution en fait ici, le HESS. Donc je suis contente de vous rencontrer spécifiquement ici. Alors, pour décrire un peu cette trajectoire, moi je viens des études littéraires, mais j'ai d'emblée infléchi, disons, mon intérêt pour la littérature vers les questions qui sont formulées par la philosophie ou par les sciences sociales de façon générale, puisque mon premier sujet de recherche, et qui est resté mon terrain pour toujours, ce n'est ni le roman, ni le théâtre, ni le récit. Pour une littéraire, ça réduit un peu le champ, c'est l'essai. L'essai de Montaigne à Barthes, Bataille, Quignard, Agamben, Rancière. L'essai compris comme une façon pour la littérature, avec ses moyens à elle, de qualifier la réalité, penser la réalité, se situer dans un espace au présent, avec tous les outils de la culture, mais avec l'instrument du langage. Donc ça a été ça mon objet de départ. Le genre de l'essai compris comme, disons, l'honneur de la littérature. La façon qu'ont les écrivains d'essayer d'affronter la réalité avec des moyens qui sont mal reconnus ou mal considérés dans le domaine du savoir. Et puis ce terrain de l'essai, en fait, je l'ai jamais quitté, parce que j'ai peu à peu compris que le genre de l'essai était aussi un espace où se défendait
une certaine anthropologie moderne, où se défendait une certaine conception de ce qu'il y a à penser en littérature. Et pour le dire un peu massivement ou un peu brutalement, en fait, si le roman est un espace où réfléchir à tout ce qu'une vie, à tout ce que toute vie a d'unique, si le roman, si le récit est avant tout un espace où réfléchir à ce que toute vie a d'unique, même si elle est banale, même si elle est... C'est un dispositif littéraire qui prend en charge la vie comme justement trajectoire d'un point à un autre point, conduit par un seul fil, et qui s'intéresse à ce que toute vie a d'unique. L'essai, lui, s'intéresse à ce que toute vie a d'égal. Il s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler la vie générale en chacun de nous. Un essai ne raconte pas un individu, classiquement ou ordinairement, il interroge des questions génériques qui traversent les individus, qui les attachent et qui les arrachent les uns aux autres. On appelle ça des questions d'ordre culturel, hein, je ne sais pas moi, l'image, la communauté, la mémoire, etc. Et il saisit donc dans la réalité, il saisit les vies à travers cette sorte de filet du générique, de ce qu'on pourrait appeler la vie générale. Il suffit de penser à Benjamin pour voilà, une réflexion sur l'habitat, une réflexion sur la collection, qui finit par former une sorte de portrait de quoi, l'homme moderne, justement compris dans sa généricité. Et petit à petit, en poursuivant, disons, dans l'intérêt pour cette littérature-là, une littérature non narrative, non fictionnelle, je me suis aperçue que peut-être ma mission à moi, en tant que littéraire, était d'essayer de travailler des concepts qui permettent de rendre compte de cette affaire de forme de vie. Ricoeur a élargi l'étude du récit et la conceptualité du récit aux dimensions de l'existence, en essayant de comprendre ce qu'il a appelé l'identité narrative. Moi, j'ai essayé d'élargir les questions de manière, de rythme, de geste, d'éthos, de style, donc, aux compréhensions de la vie ordinaire. C'est-à-dire qu'à partir d'un matériau littéraire, je suis allée vers les sciences humaines et sociales pour y défendre à la fois un certain type d'attention et une certaine, disons, un certain parti pris quant à la vie, qui cherche à poser à la vie des questions d'ordre générique. Comment vit-on? Comment vit-on ici et ailleurs? Selon quel geste, quelle forme, quel rythme, etc. Donc j'ai essayé de montrer que la littérature n'est pas seulement un espace où se racontent des existences singulières, où s'imaginent des existences singulières, où l'on témoigne d'existences singulières, lui et pas son voisin, hein, lui et pas un autre. J'ai essayé de montrer qu'il y avait dans la littérature, même dans certaines convictions de la poésie, de l'essai, du documentaire, il y avait, disons, une façon d'entrer dans d'autres questions qui m'apparaissent comme des questions beaucoup plus collectives, beaucoup plus politiques, et comme un peu une autre anthropologie littéraire, qui irait du côté de cette grande question des formes de la vie. Non pas les vies dans leur dispersion, mais les formes que prennent les vies et les autres
et l'autre organisation que ça donne à nos questionnements. Excellent. Je crois qu'André, si tu vas t'enchaîner là-dessus. Bon, oui. Et bon, merci pour l'invitation. J'avais lu ces livres il y a quelques mois qui m'a beaucoup frappé, et en parlant à Gabriel, mais il ne participe pas ici. Et en fait, je ne savais pas si ça allait se passer en anglais comme la séance précédente, en français, donc j'ai écrit en espagnol. Il a écrit en espagnol. C'est comme ça qu'il peut sortir un à l'autre. En allemand, en fait. Et je vais essayer d'être le plus précis possible. Évidemment, je ne vais pas développer tout ce que les notes que j'avais prises à l'époque de livres que j'ai organisé un peu. Et alors, avant de vous poser une question, je voulais simplement de certaine façon remercier ces livres, qui je pense qu'il y a un pari, ou plusieurs paris assez provocateurs et productifs. Les premiers, peut-être les plus évidents, c'est cette idée d'interroger ce qui en principe apparaît comme une notion littéraire et plus largement artistique, c'est-à-dire le style comme comportement poétique, soit des langages, soit des arts, pour penser nos manières d'habiter le réel, pour penser toute une anthropologie, une éthique, une politique. Et le deuxième pari qui m'a paru très très importante, c'était cette manière qu'elle croit en lien entre peut-être les deux manières dominantes qui existent aujourd'hui dans les sciences sociales et dans les humanités, ce qu'on peut les appeler, pour penser les politiques, l'éthique, etc., que c'est les langages et la vie. Ces deux troncs qui vont normalement se séparer en parallèle dans la théorie contemporaine, ici, ils sont convoqués à se parler et à s'articuler plutôt. Je pense que c'est quelque chose c'est une pari du livre qui ça m'apparaît tout à fait remarquable. Et le troisième, peut-être, c'est comme elle essaye de créer une trame entre, d'un côté, et j'insiste, ce que vous appelez les humanités, ce que les Allemands appellent les sciences de l'esprit, avec les sciences sociales, qui normalement, parfois sont en dialogue, mais ils ont des épistémologies et parfois des méthodologies assez différentes. Et ici, ils sont aussi forcés à se parler. Et je pense que pour se parler, Marielle Massé réussit à créer constamment une réflexion sur les passages de l'individuel au général et essayer de trouver un endroit au milieu où les épistémologies des humanités et les épistémologies des sciences sociales peuvent en se parler, c'est-à-dire les humanités ou les sciences de l'esprit, normalement, mettent attention à la singularité, par exemple, le style. Par contre, ici, il faut avancer à une généralisation qui est plus propre aux sciences sociales. Et dans cette sens-là, la première question que je voulais poser à Marielle Massé est si elle pouvait développer ici sa conception d'une socialisation de forme, c'est-à-dire cette idée de socialisation de forme, de la manière comme une forme qui est peut-être créée individuellement, mais en tout cas qui sort d'une espèce de singularité d'un événement, et devienne une manière commune, une manière communautaire pour comprendre le réel, mais aussi pour habiter le réel, pour nos manières éthiques et politiques d'habiter le réel. Vous, plusieurs fois dans le livre, faites les points que la question ici, c'est pas seulement comme vivre, c'est-à-dire que vous avez attribué à Travestis de Cafre, mais comme vivre ensemble, entre guillemets. Et donc, je voudrais, si vous pourriez développer votre conception de comment est-ce qu'une forme est socialisée, comment est-ce que la forme s'offre à la répétition et à l'appropriation par autres, et comme est-ce que le travail de l'imagination que vous remarquez vers la fin de l'ouvrage s'excède et se collectivise, définit les conditions des possibilités de l'existence collective. Je ne sais pas si vous pourrez développer un peu ça. Merci. Alors avant de répondre à la question, je vais revenir sur quelques aspects de la présentation. Ça va me permettre peut-être de clarifier aussi ce que j'ai dit trop rapidement. Je crois que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, lu le premier chapitre, c'est ça, du livre. Donc vous savez vraiment de quoi on parle. Ce mot « comme » ou « comment », j'y tiens beaucoup, beaucoup. En fait, ça devait être le titre de mon livre. Moi, je voulais l'appeler « Comment ». Et l'éditeur a trouvé que c'était pas assez clair. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça parce que je ne tiens pas énormément au mot style. Au mot comme si style était vraiment un mot plein, non problématique, sympathique, digne.
et comme s'il disait quelque chose de très différent de manière ou façon ou forme. Pour moi, donc, pardon, je régresse, Oui, mais je répondrai à ta question, ou à votre question, je sais pas. Pour moi, la question, c'est vraiment celle du comment, c'est-à-dire du régime sensible des existences. Et les partages, les divisions, les lignes de sens ou de différence ne passent pas, à mes yeux, entre des concepts qui seraient le concept de style, le concept de manière, le concept de rythme. Je trouve que tous ces mots ouvrent une arène, un espace commun qui est celui du comment, et que les lignes de partage, elles passent entre des sens concurrents donnés à chacun de ces mots. Et donc l'organisation que j'ai voulu donner à mon livre, justement, c'est une organisation qui insiste sur les conflits de sens, où certaines personnes pensent le style d'une certaine façon et le geste de la même façon et le rythme de la même façon. Et c'est intéressant de voir que ça s'oppose à de toute autre conception des formes, etc. Donc le mot style, pour moi, en fait, c'est un mot avec lequel j'ai une difficulté. Mais je l'ai gardé parce que justement, d'abord je l'ai gardé parce que... Il fallait un titre. Il fallait un titre et ça... Bon, on m'a un peu... Et puis parce que c'est un mot justement irritant. C'est un mot qui fait naître les convictions, les oppositions, les contradictions. C'est un mot valeur, donc on y reviendra. Donc je l'ai gardé, mais pour moi le mot qui compte c'est comment. Comment vivre ou comment vivre ensemble. Merci d'avoir souligné le fait que, avec ces questions de forme, s'ouvre un espace théorique qui cherche à articuler le langage et la vie, puisque la question centrale, ici dans cette démarche, c'est la question de la qualification. C'est-à-dire comment les vies sont-elles qualifiées. Donc c'est vraiment une affaire de langage et de vie conjointe. C'est pas la vie dans le sens un peu intimidant, médusant et en fait difficile à politiser, dans lequel on peut l'entendre. C'est la vie telle qu'elle est décrite, évaluée, partagée, disqualifiée aussi. Donc la question, c'est celle de la qualification. Les mots du style, manière, machin, tout ça, vous avez compris, les mots du style sont ceux à travers lesquels on qualifie les vies, à travers lesquels on les décrit, à travers lesquels on donne un sens à leurs différences, en fait. Donc effectivement, l'enjeu, c'est celui du sens donné aux formes prises par la vie. Donc c'est vraiment un enjeu conjoint de langage et de vie. Dernière précision avant d'en venir à la socialisation des formes, individuelle, générale. Effectivement, la question du style est une arme, un éperon pour congédier à la fois l'individuel et le général en tant qu'ils seraient des options que l'on doit prendre quand on veut parler des existences réelles. En stylistique littéraire, le style est défini comme une singularité en voie de généralisation. Le style est précisément un mouvement par la langue, dans la langue, qui conduit... je suis trop rapide? Non, qui conduit une configuration de forme dans sa singularité à être reçue comme quelque chose comme une idée. Un style, c'est une idée. Et dans le livre, j'insiste beaucoup pour dire, alors c'est un peu, comment dire, un peu audacieux, quoi, pour dire que tout style est une certaine idée de la vie.
c'est une idée de vie qui a pris forme. Il y a un moment où je fais le commentaire d'un texte que vous devez sans doute tous connaître par cœur, enfin peut-être pas, mais peut-être quand même, un article exorbitant, un article poème de James Agee qui s'appelle Brooklyn Is. Et c'est un texte très fou et très fort et qui justement décrit une configuration urbaine, humaine, géographique, sociale, des formes de liens, des formes architecturales, des rapports au temps, des manières pour la ville de s'étirer, etc., qui décrit une configuration urbaine comme un certain mode d'être et qui le fait apparaître immédiatement comme une certaine proposition pour ce que peut être une ville. Donc c'est un style, c'est un style d'être, c'est une façon d'habiter la modernité urbaine, etc. Et c'est une certaine idée de ce que peut être la ville. La ville, ça peut aussi être ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de... Par exemple, il y a des travaux passionnants en anthropologie urbaine, en anthropologie des nouvelles métropoles, notamment des métropoles africaines, qui justement travaillent vraiment comme ça, à qualifier des façons de faire, des manières d'être, qui deviennent d'emblée des sortes de propositions de une nouvelle idée pour ce que peut être une ville, ce que pourra désormais être une ville. Donc, un style, c'est toujours une idée, c'est-à-dire c'est un ensemble de traits, c'est une forme, hein, c'est un ensemble de traits qualifiables qu'il faut pouvoir décrire, mais cet ensemble de traits converge toujours vers une idée, une proposition pour la vie, une certaine idée de ce que la vie peut être, qui s'oppose à d'autres idées de ce que la vie peut être. Alors, le fait que ces traits convergent vers une idée, ça ne veut pas dire que ce soit organique ou harmonieux, mais ça veut dire tout simplement qu'un style est toujours un parti pris sur la vie. C'est toujours un parti pris sur la vie. Et donc, la question de la socialisation des formes, en fait, il est difficile d'y répondre, comment dire, directement, parce que c'est une question qui reconduit à un partage entre l'individuel et le collectif, comme si le style était produit par un individu et appelé à se collectiviser, alors que la singularité d'un style, elle peut être portée par un individu, une personne, mais elle peut être portée par un groupe, elle peut être portée par un objet, elle peut être portée par une espèce animale, elle peut être portée par un moment de la vie, elle peut être portée même par mon bras gauche et pas mon bras droit. Il y a un texte de Michaud autour de ça. Donc je commence d'abord par défaire un peu la question pour dire une interrogation en termes de style, de manière, c'est justement une interrogation pour qui les singularités sont rarement superposables aux individus. Et je parlais de ça, ça veut dire comment est-ce que ça passe du singulier au communautaire, pas de l'individu, pas qu'il soit créé par un individu, mais donc, voilà. Tout du moins par un artiste, c'est-à-dire plutôt, il y a un moment de singularité, les styles surgissent, poésie pure chez Valéry et chez Raoul, il y a un moment où quelque chose surgisse, un comportement. Et ça peut être dans une conversation, ça peut être dans une collectivité, c'est un moment singulier. Et c'est ce moment singulier, au moment de la socialisation que je parle, pas de l'individu personnel. Oui, mais si c'est déjà collectif, quelle est la question? Ça peut surgir dans une conversation. Et c'est une collectivisation assez limitée. Ça peut surgir sur un animal et passer à la collectivité ou non. Donc, et même si ça ne surgisse pas dans 100 individus, mais dans plusieurs, les niveaux de collectivisation qui apparaît après pour définir une forme de vie paraît beaucoup plus large. Donc c'est ce passage dans lequel je mets la question. Oui. J'ai du mal à y répondre parce que le mouvement, je l'appellerais plutôt un mouvement soit
disons, le mouvement qui a lieu, c'est celui de ceux qui reconnaissent ou identifient une singularité comme un style. C'est-à-dire c'est le moment où on formule l'idée de vie qui est portée par une singularité formelle. Par exemple, où on se dit, aujourd'hui, dans les ZAD en France, s'inventent de nouvelles manières de se côtoyer, ou s'espèrent de nouvelles manières de manger, d'écrire en commun, etc. Donc le passage, si j'essaye de répondre à ta question, le passage qui me semble intéressant, c'est celui où on identifie, on reconnaît, on qualifie une configuration comme un style. C'est-à-dire, en fait, on l'entend comme un parti pris sur la vie. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à ça. Mais... Enfin, parce qu'il me semble qu'il y a peut-être aussi deux niveaux, deux registres dans ton discours. Parce qu'à un certain niveau, tu veux dire, et tu dis que tout être est une manière d'être. Donc, quelque part, sur le plan ontologique, il semble bien que tu t'estimes. Il me semble, au niveau d'une description ontologique de ce qu'il y a. On ne peut pas s'échapper. Dès qu'on est, on est obligé d'être de telle ou telle manière. Mais en même temps, et c'est ça le double geste, il me semble, de ton style, c'est que, en fait, après, il y a la singularisation des styles. Parce que tu dis quelques pages plus loin, le style s'oppose à l'indifférence. Ce style-là, ce n'est pas le style, en général, de tout être, dès que cet être existe, mais c'est plutôt une singularisation du style qui se distingue de l'indifférence. Donc il me semble qu'il y a deux niveaux d'analyse. Un niveau d'analyse qui est plutôt descriptif de ce qu'il y a et qui est ontologique. Et puis un autre niveau d'analyse, et je ne sais pas comment décrire ça, et justement c'est peut-être aussi ça qui est en jeu dans la discussion avec Andrés, c'est la singularisation du style qui se distingue justement des styles de vie en général. Et c'est là où entrent en jeu, me semble-t-il, des questions normatives. Si le style s'oppose à l'indifférence, ça veut dire qu'il y a un style qui est différent de l'indifférenciation des styles qui constituent l'ontologie elle-même. Alors, il y a plein de choses. La première, le style, je le dis à un moment, j'ai dit effectivement, le contraire du style n'est ni la banalité ni le commun, c'est l'indifférence. L'indifférence, ça veut dire, pour celui qui regarderait les vies, le côté ça m'est égal, je vois pas le problème, je ne vois pas de différence. Donc dire le style c'est le contraire de l'indifférence, ça veut dire pour moi que c'est une invitation à être attentif à tout ce qui peut se jouer sur cette arène des formes de la vie. Ça veut dire que c'est une lutte contre soit la rapidité à reconnaître et à classer en disant ah bon bah alors elle est habillée comme ça, bon bah je pense qu'elle s'appelle comme ça, qu'elle vient de tel endroit. Ça c'est une forme d'indifférence, c'est-à-dire le fait de ne pas prêter attention longtemps à ce qui se joue dans une configuration sensible. Donc pour moi, que le style soit le contraire de l'indifférence, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que la question du style soit un éloge du surgissement de l'absolument singulier. Parce que ça, je n'y crois pas. Oui, mais je crois que le problème reste encore là, c'est-à-dire que si tout est style... Non, c'est pas que tout est style, c'est que des questions de forme peuvent se poser partout. Mais c'est pas une question de réflexivité ou d'attention. Que par jeu ontologique, je regarderais ce crayon et je me dirais ah alors c'est quoi le style de ce crayon? Non, ça serait un jeu. Ça serait un jeu. Mais peut-être que j'ai mal compris, mais je pensais qu'un stylo, pour qu'un stylo soit, il faut qu'il soit de telle ou telle façon. Un stylo rouge ou un stylo bleu.
Et Oui. donc ça, c'est déjà du style. Bah non, parce que je parle de la vie humaine et de la vie qui compte. J'ai envie qu'on projette D'accord. ces questions-là, justement, pour le dire en termes un peu mais Venançon, wittgensteiniens, ouais. pour des questions qui comptent. Ouais. Donc là, C'est-à-dire c'est la que question de la oui, valeur on peut, déjà. On peut jouer à chercher à identifier le style de ces stylos. Bon, Ouais. en plus, bon, Parce que oublions l'étymologie en plus avec les stylos. Mais N'oublions pas. disons, je fais attention dans chaque texte que je commente, dans chacun des exemples que je donne, justement de me situer sur un terrain où la question n'est pas celle simplement des formes, mais des formes qui comptent. Oui, parce que l'homme est bête de style. Ouais, c'est ça. Ouais. Des formes qui comptent, c'est-à-dire des formes où quelque chose est engagé. Et à un moment, j'essaie de dire les choses comme ça. La question du style, c'est pas la question des formes, de toutes les formes qu'on pourrait constater, la forme, comment dire, l'arête que forme cette table, etc. Non, la question du style, c'est celle des formes qui comptent, c'est-à-dire des formes sur lesquelles nous nous battons, en fait. Le burkini, tout ça. Oui. Mais après, ça veut dire que les animaux, ils n'ont pas de façon d'être, ou quelque chose qu'on pourrait appeler le style. Bah, Et donc, d'après ce que j'ai compris, la distinction, c'est que le style, ça a à faire avec des êtres humains. Oui, oui. Ben, on côtoie les animaux. On côtoie les animaux, et s'il s'agit d'une affaire de qualification, la façon... De notre part. De notre part. Donc le style vient de nous. En fait. L'identification du style vient de nous, c'est-à-dire on a affaire avec une espèce animale à une certaine façon d'habiter le fait même de la vie. Et nous, certains éthologues, certains philosophes, certains militants écologistes, pouvons donner un sens à ce mode de l'existence, et lui donner un sens qui va nous obliger à nous demander qu'est-ce qu'on fait de cet autre mode d'existence, nous, dans notre terrain à nous, qu'est-ce que cet autre mode d'existence nous dit d'une autre, etc. Donc, on n'est pas des animaux alors. Bah si, on est des animaux. Ben voilà, comme les c'est autres. bête de style, c'est Oui. déjà intéressant comme formule. Oui, oui. On est déjà des bêtes. Hein. Oui, oui, on est des bêtes, bien Ce qui sûr. est pas mal. Mais c'est pour ça que j'insistais sur cette affaire de l'identification, de la qualification et de la reconnaissance, parce que toutes ces questions de forme de vie, elles prennent sens, disons, sur un terrain politique où les formes de vie s'affrontent, sur un terrain qui est celui d'une certaine guerre des formes, en fait. Il me semble que il y a quelque chose de la vie contemporaine qui est vécu comme ça, comme une guerre entre des formes de vie. Ouais. Et par exemple, la question animale, elle est vraiment intéressante pour ça, parce que c'est comme, on n'a pas toujours regardé les animaux comme ça, comme des modes d'être. Francis Ponge, le poète, les regardait comme ça. Bruno Latour les regardait comme ça. L'excule, évidemment, les regarde comme ça, ou Portman, ou... Ils nous regardent aussi. Et ils nous regardent, et puis Derrida les regarde comme ça, Agamben les regarde aussi comme ça, c'est-à-dire comme d'autres propositions pour la vie. Oui, on peut aussi vivre comme ça. On peut vivre avec, disons, un terrain de vie extrêmement réduit, où ce qui compte, ce sera tel ou tel signal, etc. Et il y a là, c'est comme si la vie énonçait des phrases. Les espèces animales, ce sont comme des phrases énoncées par la vie. Et nous les entendons ou nous ne les entendons pas. Et si nous les entendons, immédiatement s'ouvre une interrogation sur la façon dont on traite ces autres formes de la vie et ce que nous enseigne ce côtoiement. Donc sur la question animale, effectivement, c'est pas qu'un animal ait du style, enfin, a été. Et il y en a. C'est pas qu'un animal
It's not that, that an animal has a style, it's that an animal is a style, is a certain way of living. Et voilà. Bon. Est-ce que c'est clair tout ce que je raconte? Ouais, vous avez le droit de dire non et d'insister sur... mais peut-être qu'il faut te réentendre parce que ta question reste en suspens. Je pense que peut-être on pourrait passer, continuer un peu sur ce qui t'était demandé, Gabriel, je vais te tutoyer. Oui. Et en fait, on avait plusieurs questions, le temps passe, donc je vais mettre deux ensemble parce que les deux présupposent. Déjà, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le style est constitué par un regard aussi, parce que c'est pas quelque chose d'absolu qui de manière réaliste, on va trouver donné. Oui, c'est des mots de la culture. Et donc, peut-être ça me répond un peu deux questions que j'avais, peut-être c'est là qu'il faut se fixer pour les répondre. Et j'avais deux questions qui ont à voir avec cette espèce de métastylistique que tu construis. Et peut-être ce métastylistique qui est construit justement comme ça, c'est-à-dire parce que tu as mis en regard comme ce que les personnes pensent les styles. C'est-à-dire que c'est toi qui as constitué cette métastylistique en notant les styles de parler sur le style. Okay? Et peut-être il va répondre les deux questions, qui c'était deux questions un peu qui ont à voir avec certaines tensions internes dans ton ouvrage. Et la première était, c'est là qu'on va dissoudre cet apparent paradoxe, était à voir avec cette paradoxe qui paraît se former entre, et tu as clairement un parti pris pour le modalisme, pour dire de cette façon, c'est de là que tu corriges les autres deux manières de comprendre les styles, c'est-à-dire la différenciation et l'individuation. Et dans cette partie pris, la distinction, pardon. Et alors, on voit là que quand tu traites et la distinction surtout, mais aussi l'individuation, tu fais une critique très forte à la taxonomie, à la topologie, même à la distinction d'une manière plus restrictive. Mais par contre, quand tu actives ton analyse métastylistique, tu les utilises. C'est-à-dire déjà, ton livre, ta théorie complète et ton livre est construit sur cette triple taxonomie entre le modalisme, la distinction et l'individuation. Et donc, c'est là que je me demandais comment est-ce que s'est construit cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'à un niveau tu critiques, au niveau stylistique, une certaine compréhension du style, et quand tu construis cette métastylistique c'est-à-dire, tu prends des précautions, il y a un moment que tu dis que les formes de style sont infinies, mais que les formes de pensée, les styles ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils se répètent. Et donc là il y a une précaution, mais plusieurs fois dans ton ouvrage, tu appelles ce qui te fait une espèce de stylistique du style. C'est-à-dire que je fais un style de manière de... j'étudie les styles de manière de penser les styles. Et donc, on se demande pourquoi, à un niveau, au niveau courant, tu refuses la taxonomie et la distinction, et par contre, au niveau de cette métastylistique que tu construis, tu l'appliques à un niveau tellement fort qu'il détermine complètement ton argument, et même la structure du livre qui est construite sur cette division. Alors, ça, c'était une question, peut-être on fait l'autre après si on a le temps, mais peut-être on va laisser. Alors, oui, vous avez tous reconnu ce dont il s'agit, c'est-à-dire c'est les trois pensées du style que je différencie et qui m'apparaissent comme porteuses de trois anthropologies implicites. Modalité, en gros, de Mauss à Bruno Latour, distinction de Balzac à Bourdieu et au capitalisme ordinaire contemporain, individuation sur un terrain plus restreint de Nietzsche à Viveiros, quelque chose comme ça. Alors, ma réponse, elle est toute simple. Ces trois styles de style, c'est-à-dire ces trois significations données au problème de style, ce sont trois façons d'interpréter les différences. Trois façons d'interpréter les différences. C'est-à-dire que le fait que moi, j'identifie trois pensées du style, n'est pas pour moi une façon de proposer une taxinomie. Je n'ai pas une compréhension distinctive
des différences. Je dis avec peut-être pas assez d'insistance que ces trois pensées du style sont trois manières peut-être d'approcher le même phénomène. Que souvent un auteur joue un point très important de sa pensée dans une hésitation entre deux de ces positions-là. Il y a par exemple chez Georges Canguilhem, mais j'ai peur d'être beaucoup trop rapide ou abstraite. Chez Georges Canguilhem, il y a une tension entre une compréhension modale et une compréhension individuante des formes de la vie, de ce qu'il appelle les allures de la vie et de leur normativité intrinsèque. C'est-à-dire que, alors vous avez, est-ce que c'est grâce au premier chapitre, ce trio est un peu clair pour vous ou pas du tout, entre les trois styles de style, ouais. Donc, à chaque fois, et je veux vraiment insister là-dessus, l'enjeu, c'est à chaque fois comment est-ce qu'on interprète les différences entre des formes de vie. Donc, dans la pensée modale, on interprète les différences, disons, comme la dynamique même de la vie, qui est institution de forme. C'est une interprétation des différences. Dans la pensée distinctive, effectivement, on a une interprétation taxinomique des différences. Les styles se démarquent deux à deux et constituent des instruments de classement, d'autoclassement, de classement d'autrui, de qualification et de disqualification, etc. Et dans la pensée individuante, les différences sont en quelque sorte des dynamiques d'altération continuelle, au dedans comme au dehors. Et il y a là une façon, comment dire, de penser la vie en tant que telle comme une sorte de guerre de style, en fait. Donc ce sont trois façons de penser les différences. Et, pardon, hein, c'est la méta-stylistique, comme tu dis, mais je ne considère pas ces trois pensées du style comme étant, je ne les pense pas selon une logique taxinomique ou distinctive. Je les considère comme trois partis pris sur les formes qui peuvent tout à fait entrer en contradiction à l'intérieur d'un même auteur, et je crois même que dans la période contemporaine, être un sujet, c'est être le terrain d'une hésitation entre ces trois pensées-là. Donc, je ne vois pas de paradoxe parce que je n'ai pas une pensée distinctive des différences entre ces trois façons de penser les différences. C'est des questions vraiment difficiles. Je comprends qu'au niveau théorique, c'est vers conceptuel. Ouais. Et comme vous le disiez, autre chose, c'est qu'est-ce qu'il agisse performativement, votre pensée et votre ouvrage. Et ça laisse une sensation. Oui. Et tout ce que vous venez de dire sur la manière comment on peut mélanger cette manière d'agir en face des différences. Enfin, plus que mélanger, comprendre que ce sont à chaque fois des partis pris. Donc on a affaire à des décisions herméneutiques. Oui. C'est-à-dire à des possibilités de donner sens à des formes. D'accord. J'ai compris qu'on peut avoir une espèce de mixité dans nos réactions aux partis pris en face de forme, aux personnes qui s'occupent de style, c'est surtout ceux qui les ont interrogés. Et la question est si performativement les gestes de votre livre ne nous imposent pas autre chose. C'est-à-dire c'est pas au niveau de la cohérence conceptuelle de votre argument. Et peut-être en passant, parce que l'autre question qui a à voir avec cette différence entre la stylistique et la métastylistique, c'est plus du côté des pathos, moins du côté de la cohérence conceptuelle. Et l'autre question que je voulais poser avec cette différence, c'est on sent à tout moment une espèce de tension qui c'est très enrichissant, c'est intéressant au niveau autorial. C'est-à-dire, je vais parler des pathos de cet ouvrage, pas de la cohérence logique. Et entre une espèce de volonté de dire, une espèce de volonté d'aborder un champ qui est pas académique, mais qui est
qu'on peut partager dans une certaine institutionnalité qui a à voir avec la littérature, avec la philosophie, avec les sciences humaines. Et là, cette tension, il me paraît qu'il apparaît dans votre ouvrage aussi, dans votre hésitation parfois. Je ne sais pas si ça c'est une partie du projet plus long, et cette livre, mais dans l'hésitation dans ces livres au moins, entre parler à cette niveau métastylistique, comme je l'appelle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est beaucoup mieux que moi, mais de rester dans ces niveaux-là, c'est-à-dire se limiter à critiquer les manières de comprendre les styles, et descendre vraiment à l'autre niveau pour critiquer directement et juger, que c'est les mots que vous utilisez plutôt que critiquer. D'ailleurs, je vais faire des jugements sur le style contemporain, par exemple, lui-même. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous a lancé et qu'il faut faire tout le temps, mais vous ne descendez pas là, vous restez dans la critique des manières de comprendre le style. Oui, alors j'y viens après. Voilà. Après. Mais, il faut lire la suite. Mais il m'a semblé que, disons, c'est un livre qui réclame de la patience dans nos phrases. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas un très gros livre, mais enfin quand même. C'est un livre qui passe 300 pages à réclamer que l'on ralentisse le cours de notre écriture lorsqu'on parle de la vie des autres. Et qu'on se demande ce que l'on dit lorsque l'on parle de la vie des autres. Donc effectivement, ça n'est pas un livre d'intervention sociologique qui dirait « je n'aime pas cette façon de vivre, j'aime cette autre façon de vivre ». Ça, j'y viens après, parce que je pense qu'il faut faire ce travail-là, effectivement. Mais c'est un livre qui demande qu'on s'arrête et qu'on se rende compte que tout le vocabulaire dans lequel s'opère la qualification des vies, dans la littérature, mais aussi dans la sociologie, dans l'anthropologie, dans le droit, dans le domaine du droit. La question de la qualification, c'est une question juridique. Dans le journalisme et dans nos vies ordinaires, toute cette opération de qualification des vies, elle se fait toujours en investissant ce vocabulaire des formes, en fait. Et donc mon livre, effectivement, il se situe en deçà d'une intervention de qualification sur les styles contemporains. En même temps, il en dit beaucoup, je pense, mais soft, enfin. Mais c'est un livre un peu en colère contre... Alors, c'est un mot dont je ne connais pas, donc vous allez en profiter pour me dire comment ça se dit en anglais. C'est un livre qui est en colère contre le bâclage. Comment on dit bâcler quelque chose? Non, bâcler, ça veut dire quand on fait mal le travail. Donc c'est un livre qui est en colère contre les qualifications bâclées, c'est-à-dire contre toutes les disqualifications en fait. Mal décrire ce qui s'est vécu à Calais, à la cosiddetta jungle de Calais, c'est en fait s'empêcher d'avoir une réflexion politique sur le type de lien et le type d'urbanité, le type d'appel juridique qui était en train de se jouer là-bas. Et c'est simplement parce qu'on a mal qualifié ces villes-là. Il me semble que dans la sociologie française, en tout cas, par exemple, la façon dont on a longtemps décrit les gestes au travail, ou dont on décrit certains aspects de la culture populaire, il me semble qu'il y a peu d'interrogations sur les idées de vie soutenues par la façon même dont on décrit les choses. Il y a peu de chances qu'un geste acquiert une signification heureuse
à l'intérieur d'une stylistique distinctive. Il y a peu de chances qu'on puisse le comprendre autrement que comme l'adoption d'un code, ou comme une posture, ou des choses comme ça. Donc le livre, il est engagé à sa manière, il est engagé pour une sorte de prise de conscience de ce lexique partagé par les sciences humaines, mais particulièrement opaque, mal maîtrisé, et qui pourtant est le lieu où se logent les valeurs que l'on est prêt à accorder aux vies. Peut-être qu'on peut aborder justement, en ce qui concerne la question de la valeur, le rôle joué par les disciplines dans cet ouvrage. Parce que je crois qu'il y a, moi je vois beaucoup de doubles gestes et de glissements entre deux niveaux. D'un côté, c'est un brassage de disciplines et c'est une libération de la littérature dans la mesure où la littérature est mise en relation, et pas uniquement mise en relation, c'est consubstantiel en quelque sorte à l'anthropologie, à la sociologie, aux sciences sociales en général. De l'autre côté, il y a aussi un geste très très fort qui consiste à dire qu'il y a des différences, d'ailleurs énormissimes, entre justement les disciplines. Et c'est là où la question de la valeur est en jeu, parce que la littérature telle qu'elle est définie par toi, je pense à la page 49, 50 par exemple, la littérature, enfin la pratique littéraire prend en charge cette idée, enfin tu dis, je remonte un peu, la philosophie nomme et réfléchit l'idée d'une vie en forme, donc philosophie, réflexion, et c'est la pratique littéraire qui prend en charge cette idée, qui s'en soucie. Il y a une différenciation très nette et un privilège accordé à la littérature comme discipline, pratique, mode d'être, stylistique, ouais, alors comme tu veux. Soyons attentifs aux mots. La philosophie nomme et réfléchit cette question des formes de vie. La littérature la prend en charge et s'en soucie. C'est pas une opposition entre théorie et pratique du style, comme s'il y avait une théorie des formes de la vie en philosophie et une pratique des formes de la vie en littérature. Je dis la littérature s'en soucie et les prend en charge, c'est-à-dire que je crois que les écrivains prennent la responsabilité de cette opération de qualification. Non, mais en fait, tu dis auparavant, l'effort conceptuel des philosophes ne porte pas souvent sur ces questions de forme, de manière, de style. Ouais. Donc c'est clair que les philosophes s'occupent plutôt du contenu. Non, c'est que leur effort conceptuel, dans le syntagme forme de vie, l'effort conceptuel des philosophes porte en général sur vie. Il ne porte pas sur forme. Ils réfléchissent pas beaucoup. D'après qui? Eh ben, peut-être. Enfin, d'après qui? Parce qu'après tu cites Rousseau par exemple, ou Nietzsche. Oui. Il me semble qu'en fait, il y a à la fois un brassage de disciplines, une tentative de repenser les disciplines, mais en fin de compte, il y a une naturalisation des disciplines qui revient en force pour faire une distinction, et pas uniquement une distinction, une hiérarchie. Oui. La littérature arrive à se soucier de quelque chose. Ce qui n'est pas une naturalisation des disciplines ou une hiérarchie, ce qui est de tenter de désigner quelque chose comme le souci ou la responsabilité propre de la littérature. C'est-à-dire ni sa pensée. Dès qu'on dit la littérature, ça veut dire quelque chose de. Enfin, c'est quoi la littérature? Question très simple. Oui, mais comme tu le sais, la question qu'est-ce que n'est pas forcément celle à poser. Enfin, c'est pas forcément en posant la question qu'est-ce que qu'on permet de faire lever une réponse pertinente à une question. Donc, qu'est-ce que la littérature? C'est ce qu'on appelle littérature, c'est ce qui s'enseigne, c'est ce qui est engagé dans l'écriture. Donc, de littérature, à mon sens, ouais, tout de suite, il y en a autant dans le travail sociologique de Boltanski qu'il y en a chez Baudelaire, etc. L'effort littéraire que je désigne là, c'est celui d'un engagement dans la qualification, en fait. Et c'est celui que je trouve pas très souvent assumé de façon sérieuse et grave et surtout contrôlée. Contrôlée, c'est-à-dire en sachant ce qu'on dit quand on dit telle chose par
dans très certains rapidement, courants et des après, sciences je crois sociales. que Sophie Danish va intervenir. Mais... Pour participer au débat, Ouais. est-ce qu'il y a la possibilité, Aussi fort que est-ce qu'il y a possible. la possibilité de distinguer dans la manière d'écrire d'un philosophe ou dans la manière d'écrire de quelqu'un qu'on ne pourrait pas appeler philosophe, Oui. qui se joue de cette prise en charge, de cette sensibilité-là. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que des philosophes sont littéraires et Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. et que du coup, Ouais. la distinction, elle suppose quand même de considérer qu'il y a une spécificité de la philosophie et une spécificité de je ne sais pas quoi, parce que la littérature est en vivante. Et du coup, c'est ça que peut-être Gabriel appelle naturalisation. Et que finalement, c'est pas si simple que ça de dire là, c'est de la philosophie, et là, c'est de la littérature, et là, c'est de l'histoire de la sociologie. Et que à cet endroit-là, il y a quelque chose où on a envie d'en savoir un peu Ouais. plus sur le présupposé et sur la manière de s'engager dans la Ouais. situation. Ouais, merci. Donc effectivement, disons, j'appelle j'appelle littéraire un certain effort. C'est-à-dire, j'appelle pas littéraire certains objets et pas d'autres. Enfin, j'appelle littéraire un certain effort qu'on pourrait nommer l'engagement de la pensée dans la forme. Oui. Ouais. Après, enfin, je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire, Mais parce en qu'on même pourrait temps, dire que... je veux dire, en même temps, faut pas exagérer le mystère qui planerait autour de ce que j'appelle littéraire, c'est-à-dire ce que j'essaie de faire avec les textes de Baudelaire, de Michaud, de Ponge, de Naipaul, de Heiji, c'est pas un mystère. Enfin, on se dit pas oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a de la littérature et tout ça. Faut se mettre au travail, quoi, en fait. Faut se mettre au travail sur des textes et... Mais quel texte et qui choisit les textes? Parce que notre question qu'on avait, c'était justement, voilà, ce qu'on appelle la littérature, et ça rejoint la question d'Andrés tout à l'heure, c'est la littérature telle qu'elle a été institutionnalisée dans une certaine culture à un moment donné, et qui a constitué un ensemble de textes en disant que ça, c'est de la littérature. Et, de façon tout à fait nécessaire, ça, ce n'est pas de la littérature, parce que c'est bidon, parce que ça vient d'ailleurs, parce que c'est pas bien écrit, etc. Donc, quand je dis naturalisation, je ne veux pas dire, parce que là, ça se voit très clairement dans ton travail, tu n'es pas en train de dire qu'il y a juste la nature de la littérature, tu situes ça bien dans un contexte historique spécifique, d'ailleurs, dont on n'a pas encore parlé, parce qu'il s'agit vraiment de l'Europe moderne, depuis la Révolution française, à peu près. Donc, je crois que la question, c'est de savoir, la littérature, est-ce quelque chose qu'on voit uniquement dans les pratiques, ou est-ce quelque chose qui a été constitué par des forces matérielles depuis longtemps, dans des cultures spécifiques, qui nous fait penser qu'on arrive tout simplement à reconnaître la littérature en tant que telle. Et ça, c'est une question très différente. Alors, c'est pas un livre sur la littérature. C'est un livre qui travaille avec des textes littéraires qui sont ceux que moi je fréquente. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne suggère quelque chose comme un terrain, l'existence d'un terrain clos qui serait celui de la littérature, celle-là et pas une autre. À aucun moment, je ne propose je sais pas, un ensemble canonique des textes qui ferait le travail que je veux honorer. C'est un livre, je pense que c'est un livre de philosophie, qui trouve des compagnons, des alliés, aussi bien chez les poètes, et prioritairement chez les poètes, hein, ça on peut y revenir, à ce que j'appellerais une priorité plutôt qu'une hiérarchie ou un privilège. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent des ressources de pensée chez les poètes. Hein. Donc moi je me dis, moi j'ai ce travail-là à faire. Moi je vois chez Ponge ou Michaud que je fréquente, j'ai l'impression de voir une proposition anthropologique qui me paraît importante, fracassante même, qui me paraît dialoguer fortement avec des propositions qui aujourd'hui nous enchantent, comme celle de Latour, et donc je veux manifester ça. Mais ce livre, à aucun moment, ne dit « Oh là là, bon, alors, il y a les bons auteurs, c'est chez eux qu'on va aller chercher
on pense avec ce qu'on a à disposition. Moi, c'est pas un travail d'histoire littéraire ou de cerclage disciplinaire. C'est une proposition philosophique d'ensemble, appuyée sur des textes que je fréquente. Et je suis contente quand quelqu'un me dit, par exemple, ah ben moi, ma spécialité, ça n'a rien à voir, ça arrive souvent, en fait, aujourd'hui que je sois, disons, en dialogue avec des gens qui travaillent sur, par exemple, sur les musulmans au quotidien, sur ce que la notion de forme de vie transforme dans la façon dont on pourrait essayer de comprendre voilà, le côtoiement entre des poches sociales comme ça. Enfin bref. Et donc moi je suis contente quand des gens me disent bon bah toi tu le dis avec Ponge ou avec Canguilhem, moi ce sont des questions que je croise ou que je rencontre à partir d'un tout autre équipement livresque ou pas livresque. Et pour moi c'est très très important ça, parce que je suis émerveillée par une phrase de Jean Paulhan qui un jour a dit « On peut arriver à n'importe quelle idée par n'importe quel livre, à condition qu'on le lise longtemps et par tous les bouts et qu'on y revienne. » Et ça, j'en suis convaincue. C'est-à-dire, on a chacun la culture qu'on a. Et on peut faire tout l'effort qu'on veut pour exploser notre bibliothèque, etc. On a tous une bibliothèque avec des reliefs et des limitations et des grandes lacunes et des grandes ignorances. Moi, mon parti pris, c'est de penser avec ma bibliothèque lacunaire et d'être convaincue d'arriver par cette bibliothèque à des pensées qui ne sont pas dans la dépendance des livres qui me conduisent à ces pensées. Et ça, j'en suis convaincue, mais je le dis avec un peu de colère parce que, voilà, moi, j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu la chance de faire des études qui m'aient rendue d'emblée consciente du caractère extrêmement canonique de ce que j'étais en train d'étudier. Je crois avoir explosé les choses de l'intérieur. Et donc je continue à travailler toujours sur les mêmes, et à mon avis ça va durer encore longtemps que je travaille toujours sur les mêmes, mais parce que je suis convaincue qu'on peut arriver à n'importe quelle pensée à partir de n'importe quel livre. C'est-à-dire que la façon dont Michaud pense son corps, sa blessure, elle me conduit, parce que j'essaye de comprendre ce qu'il dit, parce que j'essaye de comprendre le contraire de ce qu'il dit, parce que j'essaye de comprendre ce qu'il ignore, parce que j'essaye de comprendre ce qu'il pourrait, ce qu'il aurait pu dire. Voilà, dans ce travail, disons, de confiance avec un texte, je suis convaincue qu'on arrive à des pensées qui sont vraiment libérées par rapport à cette affaire de canon littéraire et tout ça. Et pardon, je le dis avec une certaine vigueur parce que c'est un gros piège pour les études littéraires aujourd'hui de se sentir tout à coup ah mais vous allez quand même pas continuer à travailler sur Baudelaire. Ben si, je vais continuer à travailler sur Baudelaire, même si c'est un grand auteur, même si c'est un homme, même s'il est en Pléiade et même si tout le monde connaît par cœur, parce que tout simplement c'est dans un travail, mais un travail libre sur les textes, un travail vraiment libre, c'est-à-dire si on considère que Baudelaire me dit quelque chose qui vaut la peine d'être articulé à ce que Judith Butler me dit aujourd'hui sur la souffrance des morts, hein, des choses comme ça, le fait que les morts souffrent d'être morts, hein, des choses comme ça. Donc moi, pour moi qui ai fait des études littéraires et pas des études de philo, eh bien je suis attachée au caractère explosif des textes, pourtant très patrimonialisés, sur lesquels je travaille. C'est peut-être le moment alors pour ouvrir la discussion de façon plus large, étant donné qu'en dynamite, donc je ne sais pas qui veut commencer, Owen. Je voulais revenir à cette question de valeur au niveau politique. Oui.
Et comment juger les valeurs des styles différents, des formes de vie différentes. Parce que chez Spinoza, par exemple, on trouve des critères très précis. Donc, est-ce qu'il y a une augmentation des forces de vivre, des forces mentales et forces physiques, ou non? Chez Nietzsche, c'est plutôt des critères topologiques, l'auteur et tout ça. Et parce que s'il passe toujours des guerres de style, des guerres de forme de vie, s'il passe toujours ces guerres, comment juger, par exemple, pourquoi valoriser le ZAD et non pas ces bandes fascistes comme les États-Unis ou Donald Trump qui vont partout précisément parce que violence partout sur. Alors précisément parce que ils écrasent des chances de vie. Moi, de ce point de vue, je me sens très proche de la proposition spinoziste. Enfin, c'est pour ça que ma préférence va au modalisme. Mais dans ce livre-là, effectivement, j'ai pas fait le travail d'être moi celui qui juge les formes de vie. Mais j'ai voulu rendre évidente l'idée que des formes de vie ne sont jamais des choses que l'on constate, que ce sont toujours des choses face auxquelles on s'engage, soit pour les aimer, soit pour les désirer, soit pour les regretter, soit pour les accuser, mais qu'effectivement il n'y a pas, d'intérêt pour cette question des formes de vie sans conscience du fait qu'on entre immédiatement sur une arène de valeurs et de conflits de valeurs. Et si je peux juste préciser autour du mot valeur, là aussi c'est un mot qui a deux sens qui entrent vraiment en tension. Dire que les questions du style sont toujours des questions de valeur, c'est dire deux choses. C'est d'abord dire qu'en général, identifier un style, c'est donner à quelque chose de la valeur. Mais c'est aussi, et c'est ça que j'ai beaucoup plus voulu travailler, et je pense que c'était ça qui était dans ta question aussi, c'est dire que toute forme de vie est un parti pris, c'est-à-dire est une façon immanente qu'a la vie d'habiter des valeurs, de défendre des valeurs. Alors quelles valeurs? L'autonomie, l'émancipation, ou l'originalité, ou le partage, donc des valeurs, dans le sens le plus dispersé possible que peut avoir ce mot. Mais effectivement, la tension entre ces deux sens, disons, valeur comme évaluation et valeur comme engagement vers une certaine vie, pour réclamer une certaine façon de vivre, il y a une vraie tension entre ces deux choses-là. Mais dans le lexique stylistique, ces deux aspects sont profondément articulés. Cette question en anglais, in English ou en français? Mais j'ai répondu un peu colériquement à la question de Gabriel, mais je pense que vous avez eu une discussion. J'étais un peu embêtée aussi, donc c'est normal. Oui, mais parce que je pense que vous avez eu une discussion avant, et j'aimerais bien l'avoir pour de bon, en fait, cette discussion. Sur, parce qu'il m'a dit, oui, alors ils ont envie de t'interroger justement sur le corpus, pourquoi c'est tous des auteurs français, tout ça. Venons-en, enfin, moi je peux formuler une question dont on a parlé. Et donc on peut continuer, même si je défends mon gras. Un des soucis, ce serait le suivant. En France, il y a une tradition qu'on retrouve chez Sartre, Foucault, Barthes un peu moins, mais quand même le premier Barthes, Rancière, qui consiste à parler de la littérature. Et du coup, on regarde tout ce qu'il dit, et c'est surtout la littérature française, surtout la littérature, la haute littérature, à quelques exceptions près, chez Rancière, il y en a, etc. Et puis, s'il ne s'agit pas d'auteurs français, ce sont des Allemands, peut-être quelques Italiens, peut-être quelques Anglais. Et donc, lorsque on parle de la littérature, et effectivement, on parle d'une littérature spécifique, ce geste-là, qui consiste à universaliser un particulier, est un geste fort problématique dans l'histoire de la colonisation, dans l'histoire de l'importance prise par l'Europe par rapport au reste du monde,
Et donc, il ne consistait pas, dans la discussion de tout à l'heure, il ne consistait pas à dire on ne va plus lire Baudelaire, laissons tomber complètement Derrida, parce que voilà, c'est un Français, c'est un homme. Loin de là. Il s'agissait plutôt de s'interroger sur la façon dont on parle des choses, enfin, du style, en fait. La manière de nommer les choses. Et si on parle de la littérature, alors pourquoi on ne parle pas d'écrivains en dehors d'un corpus qui était institutionnalisé en Europe pendant la grande époque de la colonisation, avec des enjeux politiques énormissimes. Voilà, c'était ça la question. Oui, mais parce qu'il y en a d'autres qui... pardon, je crois, enfin je résume bien, est-ce qu'il y en a d'autres par les propositions que j'ai faites, vont avec les œuvres que eux ils connaissent, ou plutôt, c'est pas qu'ils les connaissent parce que je connais pas que ça, hein, mais disons ma bibliothèque de travail, hein, c'est ce que je disais. Donc moi j'insiste, à aucun moment je ne dis la littérature c'est ça. À aucun moment je ne le dis. Et pour moi, quand on lit un livre, il faut mettre au crédit de ce livre les idées qu'il nous fait avoir, même si c'est pour dire « Ah, mais dans machin » ou dans la querelle qu'il y a entre un tel et machin aujourd'hui, je retrouve des éléments de cette... Eh bien, si une idée comme ça vous vient, j'estime que peut-être elle sera venue à travers des propositions que je fais, qui me sont venues pour moi, à travers les livres que je connais. Et vraiment, je veux insister là-dessus, parce que sinon, on est dans une guerre de corpus qui sert à qui? Enfin, oui. Est-ce que c'est pas la différence entre la librairie de travail, moi c'est une singularité, c'est ta librairie, oui, oui. Ta bibliothèque, je veux dire, et Gabriel parle de particularité. Et quand même, la question de l'universel peut être singulière, et ne peut pas être particulière. Donc c'est peut-il y avoir partout dans le monde de l'universel singulier, à partir du moment où on se pense comme un sujet singulier, et qui va pouvoir poser à n'importe quel flaque d'eau la responsabilité de refléter l'ensemble du monde. Et du coup, la question de regarder un bout de corpus comme une particularité plutôt qu'une singularité, ça empêche de faire le mouvement proposé par Marielle. Et donc le problème, c'est de particulariser plutôt que de singulariser un bout de corpus. Je crois André s'il a les derniers. Yes, I'm going to English, if that's okay. So I don't think that the question is about necessarily the archive that you use, and the fact that your archive is just Eurocentric and modern in those ways. I also don't think that the push is to claim that you necessarily have to say then that the style of which I'm speaking is exclusively valid for this side. Maybe there's something to say about that, maybe there's something to say about that, what Gabriel was referring to as universal as in the particular. But I think the question is, even if you work with that archive, it's about how do you interrogate that archive. So I can still work on Baudelaire, but if I'm asking the kind of questions that you that you were saying you were asking, what it didn't say, what the word could not have said, like, so if one starts interrogating the way in which it gives form, by the way in which it's complicit with the destruction of many other forms of life, one gets, I think, a very different account of a style. And I'm wondering, to the extent that, at least in the introduction, I haven't read the whole book, but in the introduction, there's nothing of that relational dimension that you do with those articles. What does that do to your characterization of the style? If this is not, and I'm perhaps sounding too critical here, but if this is not risking a huge depoliticization of literature. Alors pardon, mais je pense que c'est exactement le contraire.
c'est une repolitisation vigoureuse de la littérature. Et ce que vous dites, je pourrais dire oui, si ce que je dis de Baudelaire, et si je disais quelque chose de Baudelaire, si je disais quelque chose du style de Baudelaire. Mais c'est pas ça que je fais avec Baudelaire. Je fais quelque chose avec Baudelaire. C'est-à-dire Baudelaire me sert à penser la question du tact, du côtoiement comme dispositif sensible de la démocratie. Baudelaire me sert à penser la violence des identifications. C'est-à-dire, je ne fais pas dans ce livre, bon, il y a quelques passages conduits avec Baudelaire, mais qui ne sont pas un commentaire de l'œuvre de Baudelaire qui serait conduit dans l'ignorance de l'histoire extra-européenne, Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je traite avec Baudelaire de questions que ces textes m'inspirent et que j'arrache complètement au problème l'auteur Baudelaire. D'accord? Ouais. D'accord. But that's precisely when thinking that depoliticization is happening. And can you use Baudelaire without problematizing that which has made Baudelaire into Baudelaire, which necessarily implies not just ignorance, because it's not just ignorance, but like, you know, all ways in which categories of thought are completely embedded within a socio-historical context of Alors je suis so you use him, you don't want to work on him, it's not a thesis on Baudelaire, but when you use him, we erased all that is political about this question, then to use him in this. Non, là c'est parce que vous avez une certaine... vous donnez un certain sens à politique. Moi je suis convaincue que la façon dont je me sers de Baudelaire est une politicisation de la littérature. Vraiment, j'en suis convaincue. Et peut-être dans un sens qui serait assez proche de celui de Rancière, où l'intérêt de la littérature, c'est d'essayer d'observer des tensions entre des manières de sentir, des manières de penser, des manières de le dire. Et je suis convaincue que ce n'est pas une dépolitisation de la littérature au prétexte que ce n'est pas une lecture historique de ce qui a fait de Baudelaire l'auteur reconnu, etc. Ce que vous nommez ici dépolitisation, c'est une indifférence, disons, à une certaine façon de lire Baudelaire en l'occurrence. Mais je comprends ce que vous dites. Mais j'aimerais que la politique ne soit pas logée dans une seule façon de traiter la littérature comme un objet de production idéologique traversé par la stéréotypie de son temps, traversé par la violence implicite de son temps, etc. J'ai l'ambition de traiter politiquement de littérature dans un autre sens de politique. Pas trop, hein? Si? On n'est pas obligé d'être tous d'accord. Hein. Comme ça, il peut y avoir des... Quand on parle de Rancière, on peut avoir quelques dissensus. Voilà. Donc, il serait possible de réfléchir, d'exprimer les mêmes idées dans Baudelaire avec des autres auteurs, des autres textes, oui. Les mêmes idées. Oui. Et donc Baudelaire, il y a une espèce de simplification que la philosophie utilise quand la littérature prête à la philosophie pour s'éclaircir. Alors, la formule exacte, c'était on peut avoir toutes sortes de pensées, on peut avoir n'importe quelle pensée à partir de n'importe quel livre. C'est-à-dire que ici, le livre, c'est une sorte
d'éperon pour la pensée. Je pense effectivement que ce que moi je cherche dans Baudelaire, ou ce que j'y trouve, c'est-à-dire un certain rapport à la méchanceté, comme passion, à la méchanceté ou à l'irritation, comme passion moderne, un certain rapport à la question du côtoiement, un appétit des différences, etc. Je suis sûre que quelqu'un qui ne connaît pas Baudelaire peut trouver en lui ou dans d'autres livres l'impulsion pour porter ces idées-là. Sans tellement les trouver chez Baudelaire, quelqu'un comme Hannah Arendt a eu des propositions de cet ordre-là. Alors, configurer autrement, orienter autrement. Mais pour autant, je ne pense pas que les œuvres littéraires soient des réservoirs d'exemples pour la philosophie, parce que moi, sans les œuvres littéraires, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée en dehors des phrases des autres. C'est la lecture et le commentaire des phrases des autres, et c'est pour ça que j'y reviens tout le temps. C'est ça qui produit en moi de la pensée. C'est pour ça que je suis une littéraire. Je ne pense que dans les phrases des autres. Ouais, je suis d'accord, mais pas parler de car utiliser les littératures pour avoir des idées, mais vous choisissez aussi d'inclure. Je choisis aussi, pardon Inclure. Oui, pardon, j'avais pas entendu. Non, merci. Ouais. Ces autres dans votre livre. Oui. Pour que les autres puissent comprendre. Parce que Baudelaire ne dit pas la même chose que moi, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que il ne s'agit pas pour moi de produire une pensée sur l'échafaudage littéraire et ensuite d'enlever l'échafaudage. Il s'agit, dans mon métier de littéraire, d'exposer la pensée qui advient pour moi dans la lecture et de l'exposer dans la tension avec les auteurs grâce auxquels elle advient. Parce que tout simplement, c'est pas que j'ai traduit Baudelaire dans une nouvelle conceptualité, c'est que j'ai été conduite à des idées par Baudelaire, mais lui en a d'autres. Lui, il en a d'autres. Et l'intéressant, c'est de laisser exister les deux voix, en fait. C'est comme Barthes qui disait « Mon corps a d'autres idées que moi ». Et, pour parler des tensions. Et donc, moi, je pense dans les textes des autres, mais il reste une différence, une tension, une altérité entre leur texte et le mien. Mais c'est ça, c'est un inconfort particulier aux études littéraires. Parce que c'est pas un travail sur la littérature, c'est pas un travail de sciences sociales qui chercherait ces exemples dans la littérature, c'est un travail qui cherche à penser dans les textes des autres. Et alors, la comparaison est ridicule, hein, les proportions ne sont pas les mêmes, mais quelqu'un comme Agamben, c'est vraiment comme ça qu'il fait. Il pense vraiment dans les textes des autres, sauf que lui, souvent, il ne dit pas que ce sont les textes des autres. Mais il y a une façon... L'essai, c'est ça, en fait. L'essai, c'est de se loger, d'habiter les phrases des autres, d'y vivre en tant que penseur. J'y vis, c'est-à-dire il s'y passe quelque chose pour moi, il se produit quelque chose qui n'est ni dans son texte à lui, quelque chose qui n'est pas dans son texte à lui, mais que j'aurais pas pu, qui n'aurait pas existé sans lui. Et tout l'inconfort, mais j'espère aussi peut-être l'intérêt d'un livre qui mêle comme ça les lectures littéraires et la spéculation, disons, c'est de maintenir les deux voies. J'ai écrit aussi un livre sur la lecture, parce qu'effectivement, il me semble qu'il y a des pensées
il y a des façons de penser qui n'adviennent que dans la lecture. Et une lecture qui ne serait pas d'abord je lis, ensuite j'ai des idées et j'écris mes idées, mais qui est une façon de penser dans les textes des autres. Mais c'est une difficulté réelle, parce que moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est ni un commentaire de Boltanski ou de Canguilhem, c'est pas un commentaire de Canguilhem, c'est pas une pensée autonome qui serait la mienne, c'est un truc entre les deux, et parfois je suis mal à l'aise avec ça. Mais en même temps, je sais que en tant que littéraire, c'est comme ça que pour moi arrive la pensée. Mais d'un point de vue, comment dire, épistémologique, c'est pas très clair comme posture. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de notre temps. Enfin, il y avait une dernière question, Larry? Ouais, peut-être la dernière, voilà. I wanted to return to Owen's question and your answer to it specifically. Your answer that the way to sort of judge or differentiate between styles on a sort of political basis would be according to the extent to which they foreclose possibility of forms of life or something like this. And I'm thinking that I'm thinking about the contemporary right, and more I feel this is the way that they frame themselves against the left. That the left are the ones who are foreclosing possibility. Listening to Le Pen in France or listening to Trump, the rhetoric is always a sort of democratic, populist movement against some sort of elite. And it's always a sort of insistence on what they consider to be difference over and against a sort of what they consider to be a totalizing discourse of whatever, multiculturalism, or in the US we would say political correctness or something like this. But for them this is a totalizing discourse which doesn't allow them to be individuals, for them to exist the way they want to, or something like this. And so I'm just wondering if this is really enough. Because ostensibly we would want to say something like, well, you know, they're wrong. The left isn't totalizing and shutting down possibilities. It's the right that's doing that. But then it seems like we have to have some criterion for adjudicating that. Why is the left and the right why is the left correct here and the right isn't? If that framing it that way makes any sense. Oui, mais je pense que la première partie de la réponse qui vous semble insuffisante que vous avez donnée, mais je la trouve déjà bien solide, c'est-à-dire qu'effectivement ce vocabulaire des modes de vie, façon de vivre, ça a été l'un des vocabulaires les plus présents dans les manifestations en France de tous bords. C'est-à-dire c'était le lexique de Nuit debout. On veut une autre manière de vivre, une autre manière de travailler, d'autres manières de vivre, d'autres manières de travailler, de consommer, d'aimer, etc. Mais c'était aussi le vocabulaire de la manif pour tous. La manif pour tous, vous vous souvenez ce que c'était? C'était effectivement le rassemblement de la droite morale et catholique française qui disait notre mode de vie est en péril. Notre mode de vie est en péril. Une simple observation grammaticale de ces deux proclamations discrédite déjà toute possibilité qu'on puisse placer du côté de la gauche émancipatrice la clôture des formes de vie. Au contraire, c'est la réclamation d'autres formes de vie. Et la pensée de l'émancipation, c'est justement une pensée pour qui toute réflexion sur les formes de vie est forcément d'emblée la réclamation d'autres formes de vie. C'est vraiment l'imagination de vie autre. Dire notre mode de vie est en danger, c'est exactement le contraire. C'est précisément une superposition entre un groupe national et un corpus d'attitudes et de convictions. Et c'est le contraire de toute... Moi, dans ce livre, j'essaie justement de dire
poser vraiment les questions en termes de forme de vie, c'est nécessairement en réclamer d'autres, en fait. Parce que c'est nécessairement les tenir, les formes de vie, pour l'espace où se jouent nos jugements, notre force critique, nos désirs, nos insatisfactions. Alors que dans une déclaration comme « notre mode de vie est en danger », la forme de vie est un enclos dont toute possibilité critique est étouffée et gommée. Donc pour moi, la première réponse que vous avez donnée, que vous trouviez non satisfaisante, je la trouve très satisfaisante. Il est évident qu'une interrogation sérieuse sur le pluriel des formes de vie, on le trouve à gauche, enfin à gauche pour vous, on le trouve, une interrogation sérieuse sur le pluriel des formes de vie, on le trouve à gauche et on ne le trouve pas à droite. À droite, ce qu'on trouve, ce sont des séries de superpositions entre des groupes déjà constitués, culturels, nationaux, ethniques, raciaux, et des modes de vie conçus comme des répertoires d'actions possibles. Et alors, je ne sais pas si tu as envie de parler de ça, Sophie, mais il y a des façons pour la gauche la plus radicale d'être de droite, d'être aussi identitaire que la droite. La France a tellement raté le tournant postcolonial qu'aujourd'hui, le chaos philosophique produit par le fait que enfin on commence à en venir à des questions décoloniales, peut-être c'est de ça que vous vouliez parler, produit des discours qui sont complètement incontrôlés. Donc il y a un livre dont on aurait peut-être pu parler qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous » de Ouria Boutelja, qui est paru à la Fabrique l'année dernière, qui est un livre parfaitement identitaire, disons, qui finit sur un aspect, un appel final à la réidentification islamique de tous les indigènes de la République en France. Ici, la conception même de ce que c'est que cette guerre de forme de vie, elle est aussi brutalement identitaire et clôturante et désémancipatrice que celle de... Enfin, aussi. Non, parce qu'elle dit aussi des tas de choses formidables, en fait. Mais elle dit des tas de choses formidables tout en disant des choses non contrôlées, en fait, d'un point de vue philosophique. Et en confondant, justement, par exemple, identité collective et mode de vie. Comme si le monde était fait de petites cellules, comme ça, où il y a des groupes préconstitués qui auraient chacun leur répertoire d'attitudes et de comportements. Alors que justement, parler en termes de forme de vie, c'est voir que ça se découpe complètement autrement. Ça se découpe autrement. Il n'y a pas notre forme de vie et la leur, par exemple, dans la question migratoire. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, ça. Il n'y a pas notre forme de vie et la forme de vie des autres, non. Il y a les formes que prennent les vies et qui créent des solidarités intersectionnelles, surprenantes, et qui obligent justement à abandonner, en fait, toute partition qui superposerait tous ces critères identitaires, convictions, histoire, etc., et qui permettrait d'avoir affaire à des petits enclos. Ces questions de façon de faire, de manière d'être, de forme de vie, elles produisent des lignes de partage qui viennent pénétrer des espaces qui sinon seraient parfaitement tautologiques, en fait. Alors je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas pour moi il est évident que la pensée de gauche prend au sérieux le pluriel des formes de vie. Elle en fait non seulement
son horizon, sa valeur à elle, qu'il puisse y avoir une pluralité de formes de vie, mais elle en fait même son point de départ. Enfin, on pourrait définir la démocratie comme l'espace où on doit faire avec un pluriel de formes de vie. C'est ça la démocratie, on doit faire avec une guerre de formes de vie. Enfin bon, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais bon, c'est évident que la droite n'a aucune pensée émancipatrice de ce point de vue. Elle a une pensée réidentificatrice. On peut, hein. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. Massé d'être venue. Et puis je tiens à remercier également Andrés Claro et nos traductrices pour la participation.